Et je les vois tous, là, les cinéphiles avec un C majuscule, qui sont en train de brûler des photos de moi dans la rue, des trucs dans ce genre-là, parce que... Moi, je me revendique cinéphile. Ça veut pas dire que je suis meilleur que ceux qui ne le sont pas, ça veut pas dire que je me pense au-dessus, ça veut pas dire que je distribue les bons et les mauvais points, que je sais mieux que tout le monde. Ça veut dire que j'ai un certain bagage culturel, je pense, et une approche ouverte du cinéma. Contrairement à Monsieur D ici présent, je n'utilise pas mes études dans le domaine comme un argument d'autorité, mais je pense être parfois intéressant à écouter. Parfois. Mais être cinéphile en ce moment sur internet, ça n'a pas forcément bonne presse. Et pour cause, les cinéphiles seraient méprisants, imbus d'eux-mêmes, égocentriques, en un mot, élitistes. Dans cette vidéo, je vais tenter d'analyser les reproches faits à la communauté de passionnés dont je fais partie, pourquoi c'est faux, et pourquoi c'est parfois intellectuellement un peu limite. Je suis Skullkid, bienvenue dans les bois perdus. Quand j'ai commencé à rédiger cette vidéo, j'étais un peu dans le flou dans ce qu'on reprochait à la communauté cinéphile. Et là, une providence, un ami à moi sur sur X, me balance le lien d'un article Topito. Cet article date d'avril 2012, il s'appelle Top 10 des étapes pour devenir un vrai cinéphile, et il est écrit par un certain Franzi, dont je n'ai trouvé aucune information à part qu'il écrivait des articles cinéma sur Topito fut un temps. Qu'à cela ne tienne, nous allons procéder ensemble à une petite séance de lecture. Alors, gardez à l'esprit que c'est probablement un article parodique, satirique, mais quand même, je trouve qu'il résume assez bien ce qu'on reproche souvent à la communauté cinéphile. 1. Mépriser les autres. Cette étape est primordiale pour devenir un véritable cinéphile. Quel que soit l'avis de votre prochain à propos de n'importe quel film, en toutes circonstances, il aura tort et vous raison. Votre avis est le bon, même si pour cela vous devez faire preuve d'une mauvaise foi scandaleuse. Si vous pensez que le 7ème art était une activité conviviale où on partage un agréable moment entre amis, abandonnez dès maintenant cette quête, vous ne pouvez devenir cinéphile. Donc voici le principal chef d'accusation envers le comportement des cinéphiles. Bon, c'est un article satirique, donc on va pas en faire des caisses, mais quand même sachez que le monde n'est pas Twitter, X, et que parfois il faut sortir de chez soi. 2. Renier les films grand public. Un film faisant plus de 10 000 entrées sera souillé par le public. Ce principe est rétroactif. Un film que vous avez découvert devenu entre-temps un phénomène de mode devient automatiquement mauvais. Si le film de Stanley Kubrick est à la base excellent, l'engouement masturbatoire des néophytes du 7ème art pour ce génie en a enlevé toute saveur. Pour faire une petite idée, proscrivez les mots suivants de votre vocabulaire. Tarantino, Tom Cruise, Steven Spielberg, Brad Pitt, Nolan, Ridley Scott, Julia Roberts, Star Wars, Luc Besson, Nicole Kidman, Hans Zimmer, Warner Bros, Nicolas Cage, Michael Bay, Jerry Bruckheimer, ces trois derniers formant le triumvirat de ce que le cinéma a fait de pire. Bon déjà là on est clairement dans l'homme de paille, personne ne dira jamais d'un film qu'il est mauvais parce qu'il a du succès. En revanche ce qu'on peut dire c'est que les fanbases qui saoulent avec des trucs qui sont basiques pour un cinéphile, forcément ça donne pas envie de les apprécier. Oh là là mais calme-toi le vent. Merci. En revanche dans l'article il y a 2 points et déjà ils se contredisent. C'est-à-dire que le premier dit que les cinéphiles sont chiants parce qu'ils imposent leur avis, et le deuxième essaye d'imposer son avis via un sophisme d'appel au peuple. Le plus visible dans la petite liste qui est donnée là, c'est Star Wars. Ah, Star Wars, c'est typiquement le genre de film qu'on est obligé d'aimer, sinon on a un élitiste. Et je trouve ça extrêmement paradoxal. Alors chacun ses goûts, mais il y a des trucs qu'on est obligé de trouver génial. Là, les fans de Star Wars, on dirait les fans de l'Empire. L'Empire de France, j'entends, Pas l'Empire maléfique avec des esclaves et un leader mégalomane qui sème la guerre autour de lui. Enfin si, du coup, mais dans le vrai monde. C'est le fameux argument du bon sens populaire, qui est un argument fallacieux. Là, Papacito, il s'en sert pour justifier le fait qu'on se fasse justice soi-même face à des actes qu'on trouve blasphématoires, et ce par la violence. Et le bon sens? Et le bon sens? Il est où le bon sens? Ça donne envie. Puis il y a plein de cinéphiles qui aiment Star Wars en vrai. Pareil pour Spielberg, pareil pour Ridley Scott, pareil pour Tom Cruise, pareil même pour Nicolas Cage. Je pense que l'auteur de cet article n'a jamais parlé à un seul cinéphile de sa vie. C'est surtout qu'un cinéphile, une fois qu'il a regardé plein de films grand public, il se lasse, alors il cherche autre chose. On peut pas se satisfaire à regarder toujours le même type de film. Le tout, c'est d'avoir une cinéphilie équilibrée. 3. Ne prendre que des chefs-d'œuvre. Avec autant de films bannis de l'intérêt du cinéphile, que pouvez-nous encore regarder, vous demandez-vous? L'archétype du film dit d'être revisionné correspond aux critères suivants. Noir et blanc, la base, muet, ennuyeux donc peu connu, et antérieur à 1939, les mauvais cinéphiles privilégient le cinéma post-seconde guerre. Évitez-le donc. Voici quelques noms pour vous former une base culturelle respectable. Ferdinand Zecca, Georges Méliès, Edwin Porter, Frank Powell, ainsi que le cinéma russe des années 20. Par contre, ne soyez pas surpris si vous faites un peu chier. Donc là, c'est pareil, dès qu'on regarde autre chose que ce que regarde tout le monde, on est pointé du doigt et moqué.
C'est une mentalité d'harceleur de collège un peu. Et puis franchement, qui donne le plus envie de s'intéresser au cinéma entre les cinéphiles, qui donnent des conseils, et cet article qui nous dit que le cinéma différent c'est chiant, c'est inaccessible, c'est pas pour nous, c'est pour les snobs. Et du coup, les gens qui lisent ça, ils se disent bah ouais, je vais pas regarder autre chose et ils restent bloqués. 4. Privilégier le cinéma indépendant. Bien entendu, vous ne devez pas rester cantonné au cinéma muet. Avec un peu de recherche et de persévérance, vous pouvez trouver des films contemporains valant la peine d'être vus. Le souci majeur est qu'à chaque nouvelle vague intéressante, coréenne, roumaine ou péruvienne, un film gagnera la Palme d'Or à Cannes ou le Lion d'Or au Mostra de Venise, ce qui attisera l'intérêt du grand public pour ce courant cinématographique qui perdra du coup toute valeur artistique. C'est automatique. Donc là, petite parenthèse, j'ai jamais compris pourquoi, mais il y a une loi empirique qui dit que tout commentaire contre les cinéphiles élitistes, ça doit contenir une remarque raciste. Genre, il n'y a que en France, en Europe et en Amérique du Nord, on sait faire des films pas chiants. Les autres, ils sont chiants. Les pays pauvres, on sait pas très bien ce qu'il y a sur la carte là. Plus là c'est marrant parce que il parle du cinéma coréen, l'article a été écrit en 2012 et depuis maintenant tout le monde se paluche sur le cinéma coréen. Donc c'est bien la preuve que... Hein. Ceci prouve cela. Et au passage le titre du paragraphe c'est privilégier le cinéma indépendant et en fait il parle du cinéma étranger. C'est pas ça le cinéma indépendant. Le concept d'indépendance c'est pas très clair pour notre ami rédacteur. Hein. 5. Ne pas se fier à la presse spécialisée. Alors là j'avoue je comprends pas trop, c'est un peu un con de son camp. Dans le sens où il nous dit que la presse spécialisée c'est pas bien parce que ça dit du bien des blockbusters et que les cinéphiles chiants ils lisent plutôt les cahiers du cinéma. Donc de la presse spécialisée. Alors vraiment je vois pas où il veut en venir. Alors je fais vite pour les points 6 à 9. Regardez les films la nuit, je sais pas pourquoi. Ne pas télécharger, voyons. Privilégier les films incompréhensibles, bien sûr. D'ailleurs, comme exemple de film incompréhensible, dans l'article, il cite Le Grand Sommeil d'Howard Hawks. Alors, je l'ai pas vu, mais ça m'étonnerait qu'on soit sur du cryptique quand même. Ensuite, numéro 9, utiliser un projecteur, parce que visiblement, vrais cinéphiles n'aiment pas les Blu-ray. On en apprend tous les jours. Et enfin, mon petit préféré, 10. Comprendre la plèbe. Une fois par an, oser descendre dans les bas-fonds cinématographiques en allant regarder un blockbuster au cinéma. Encore mieux, visionnez-le dans l'avion, dans des conditions dégueulasses. Ce sont des moments difficiles qui blesseront votre amour-propre, mais vous pourrez alors vous rendre compte à quel point vous êtes supérieur à la masse lobotomisée par l'industrie hollywoodienne. Vous délecterez au terme de cette douloureuse séance de commentaires naïfs et heureux des spectateurs à propos de Batman ou Transformers. Ils ignorent peut-être vos connaissances sans faille, mais vous saurez à quel point ces prolétaires sont méprisables. Et là on tient vraiment le nœud du problème, parce que jusque-là c'était assez gentil, mais là il se met à dire que lui il est du côté du petit peuple, hein, et que les cinéphiles ils font du mépris de classe, et que c'est des bourgeois méprisants. Et c'est pas moi qui l'invente, hein, il a utilisé le mot prolétaire, quoi. Alors, voici un extrait d'une interview du critique Michel Simon, rédac chef de Positif, à France Inter en 2019. On cite sans arrêt le nombre d'entrées comme un critère de popularité. Il y a même maintenant un César du public, c'est-à-dire le film qui a fait le plus d'entrées, aujourd'hui Les Tuches. Cette notion de popularité est complètement fausse. Ça ne veut pas dire qu'il y a 5 millions de gens dans les salles pour lesquels ce film est le meilleur. Ils y sont allés, mais si ensuite on leur demande « Est-ce que vous avez vu le western de Jacques Audiard, Les Frères Sisters ?» Puis ensuite « Vous avez vu Les Tuches ?» Et si vous leur demandez quel est le meilleur des deux, ils vont vous dire à 90% que c'est le film d'Audiard. Mais ils sont allés voir Les Tuches pour se détendre après une journée de travail avec des copains. Et c'est une grande imposture et un mépris des gens de dire que c'est ce film-là qu'ils préfèrent à tout. Et c'est à quoi j'ajouterais qu'en plus, il y a des films dits pour snob, genre Les 400 coups de François Truffaut. Et il a fait 4 millions d'entrées sa sortie en France. Et aujourd'hui, c'est plus un film populaire. Et il a rapporté 30 millions de dollars US, je précise. Petite parenthèse sur la critique, elle est loin d'être composée uniquement de membres de la haute bourgeoisie, comme certains semblent le penser. Une critique en France, c'est être journaliste dans une situation parfois précaire. Beaucoup sont issus de classes populaires et leurs idéaux sont rarement du côté de l'ordre établi. Et enfin, et surtout, leurs goûts sont rarement ce qu'on essaye de caricaturer. Vous savez que les cahiers du cinéma ont mis 4 étoiles sur 5 à Terrifier 2, ce film intello prout-prout. C'est loin d'être le seul exemple. Donc, selon moi, le principal problème, ça réside dans l'appellation même de culture populaire. Il y a populaire, donc peuple, donc prolétaire. Alors cette notion, elle est carrément floue, et elle contient en son sein 2 branches de la culture qui sont presque antagonistes. La culture de masse et la contre-culture. La contre-culture se définit comme un ensemble de sous-cultures qui se caractérisent eux-mêmes par une opposition consciente et délibérée à la culture dominante légitime. De ce fait, elle est souvent méprisée par la bourgeoisie et consommée par des groupes plus ou moins marginaux. Alors en musique, on peut citer le début du hip-hop, le début du jazz, le début du punk, le début du métal. Mais rapidement, l'engouement pour ce type de culture fait que leur consommation devient légitime, surtout à partir du moment où des systèmes de production eux-mêmes légitimes
se les accapare pour les proposer à un plus grand nombre. C'est ainsi que la contre-culture devient mainstream, et c'est ce dont je parlais dans le premier épisode de Chronique des Bois Perdus. Au contraire, la culture de masse, c'est une culture qui est distribuée à grande échelle, nationale voire mondiale, et qui fait d'énormes bénéfices. Ce qu'on appelle les blockbusters. Blockbusters, à la base, c'est des pièces de théâtre qui faisaient tellement d'entrées que les autres théâtres du quartier étaient désertés. Sauf que désormais, un blockbuster, ça désigne ce qui est conçu, à la base, pour être mondialement distribué et rapporter beaucoup de bénéfices. C'est le concept même du produit culturel. La culture de masse ne peut donc pas être une contre-culture, car elle doit ratisser large, elle doit attirer un maximum de monde, et pour ce faire, elle a recours à des études de marché, elle surfe sur des modes, parfois c'est carrément hypocrite. Et pourtant, les deux cas de figure sont parfois confondus, parce que souvent la deuxième descend de la première. C'est comme les films de super-héros qui sont carrément de la culture de masse actuellement, ils descendent des comic books qui étaient une contre-culture dans les années 30. Et certains considèrent que ne pas aimer les films de super-héros, c'est comme mépriser la contre-culture des comic books à l'époque des années 30. Mais en fait, ça n'a plus rien à voir. Il faut analyser un peu les conditions de production dans un moment donné. Et oui, le contexte dans lequel on reçoit les œuvres est important. Qui l'eût cru ? Maintenant, oui, il y a certains cinéphiles, ils aiment des films qui sont pas pour tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Il y en a parmi vous qui aiment le métal. Et si vous aimez le métal, vous savez qu'il y a certains artistes, ils produisent des œuvres qui sont pour les initiés. Ce qu'on appelle le métal extrême. Est-ce qu'on va leur faire un procès d'intention ? Ouais, mais seulement si on a un éditorialiste nul, payé très cher par la télévision pour donner son avis sur tous les sujets possibles. Je déteste le rap, et le rap français comme le rap américain, je trouve ça sans intérêt. Mais si on a un peu d'amour propre, ben on fait pas ça. Et de la même manière qu'il y a du métal extrême, pourquoi il n'y aurait pas du cinéma extrême ? Le paradoxe, c'est que le cinéma est un art extrêmement populaire dans le sens suivant. Bah, tout le monde ne lit pas de livres, tout le monde n'écoute pas d'albums, ne joue pas aux jeux vidéo, ne va pas au musée, etc. Par contre, dans nos sociétés occidentales, quasiment tout le monde, sauf situation de handicap, va au cinéma ou regarde des films. Au moins une fois de temps en temps, en comptant. C'est pourquoi je pense que le rapport au cinéma et le rapport du cinéma au populaire n'est pas le même que dans les autres domaines culturels. Et en fait, le problème, ça réside pas dans le comportement de telle ou telle personne, ça réside aussi dans le fonctionnement de certains médias sociaux sur Internet, notamment Twitter, le fait d'être constamment appelé à s'exprimer sur n'importe quel sujet et de réagir à ce que disent les autres et à réagir aux réactions des commentaires, le tout avec un nombre réduit de caractères et dans le but de susciter des réactions, ce qui privilégie les hot takes, les prises chaudes. Et tout ça, ça peut pas convenir à une cinéphilie saine. En vrai, il y a énormément de cinéphiles qui aiment partager leur passion auprès de personnes moins expérimentées. On parle de passeurs dans la cinéphilie. Mais pour ça, d'une part, il faut un effort de communication et d'adaptation envers la personne à qui on s'adresse. Et d'autre part, il faut savoir que le processus de cinéphilie, ça se fait sur le temps long. Et ça, avec l'exigence de flux des médias sociaux tels que ou YouTube, ça marche pas. Et pour faire une analogie, la bonne élite, elle descend de sa tour, tandis que les élitistes, ils restent en haut et ils prêchent depuis le haut. Donc oui, on peut dire qu'il y a une élite cinéphile, dans le sens où il y a des gens plus connaisseurs que d'autres, des sachants et des ne sachant pas. Mais ça, c'est inévitable, et ça en fait pas forcément des gens méprisants. Au contraire, ça crée plein de passeurs. Ce qui fait qu'après, on peut choisir qui on écoute et quel genre de film on préfère, se faire une cinéphilie propre, et devenir cinéphile, avec ses propres spécialités, ses propres spécificités surtout. On entend beaucoup protester contre certaines élites culturelles comme les cinéphiles, mais beaucoup moins face aux élites qui ont des répercussions concrètes sur la culture. Comme des millionnaires qui achèteraient des médias et produiraient des films pour servir leur agenda politique, comme par exemple en produisant les films de Puy du Fou Productions. Suivez mon regard. Vaincre ou mourir a été produit par Canal+. Je me demande bien qui possède Canal+. C'est un sacré mystère. Pour conclure, je vous rappellerai l'effet Dunning-Kruger, cette fameuse courbe de l'incompétence, qui fait qu'en fait, ceux qui ont le plus la confiance, qui ont plus l'impression d'être des experts, sont en fait au début de leur processus cinéphilique. Et aussi, oui, éviter de dire que le cinéma, aimer le cinéma, ça doit être comme ci ou comme ça, préférer tel cinéma plutôt qu'un autre, avoir vu Le Parrain. Moi, j'ai vu Le Parrain, donc c'est bon, je suis cinéphile, c'est bon, j'ai le badge. Le cinéma, c'est un art, et l'art, c'est le domaine du conflit et de la pluralité. C'est donc normal si les gens ont des goûts radicalement différents. Par contre, se moquer des goûts minoritaires en tant que tels, ça révèle de la bassesse et de la fermeture d'esprit.
J'en appelle donc à une cinéphilie plus saine, mais c'est un peu crié dans le désert. Sur ce, je vous laisse, j'ai un film hongrois de 4 heures en noir et blanc à regarder. J'espère revenir bientôt, c'était Skull Kid, merci à tous.